Donc, effectivement, on va pouvoir passer au domicile, ou plutôt au retour à domicile. Donc, moi, je suis le professeur Emmanuel Duron. Je suis ravie de modérer cette séance. On va parler d'une étude qui s'appelle ADH, qui concerne l'aide au retour à domicile après hospitalisation, ce qui est un sujet très important parce que si le retour à domicile se passe mal, il y aura réhospitalisation, c'est à peu près sûr. Donc, il y a deux intervenantes, Lorraine Potier. Bonjour. Qui est chargée d'action sociale à l'assurance retraite Île-de-France, qui soutient le Gérondif. Et le docteur Clémentine Belle-Grenier, docteur en sciences politiques, chef de projet du pôle SHS du Gérondif, qui vont nous parler de cette étude. Donc, peut-être d'abord, Madame Potier va nous présenter pourquoi le Gérondif a été sollicité pour cette étude. Oui, bonjour à tous et à toutes. En cette heure tardive, on va essayer de ne pas trop vous endormir. Effectivement, on a choisi le Gérondif pour plusieurs raisons. La première étant qu'on est conventionné depuis plusieurs années maintenant avec le Gérondif et qu'on est tous les ans en coportage sur un certain nombre de projets d'études, ce qui nous permet de bénéficier de l'expertise du Gérondif, également de son champ de compétences et de ses partenariats divers dans le champ médico-social. Donc ça fait partie des sujets pour lesquels on a choisi le Gérondif pour cette étude. L'ADH, vous le savez, c'est la sortie d'hospitalisation. Donc notre dispositif, c'est l'accompagnement au domicile après une hospitalisation. C'est un sujet d'actualité. On sait qu'on a de plus en plus de retraités qui sont hospitalisés. Les chiffres sont en augmentation. Et pour autant, côté francilien, on a assez peu de recours à ce dispositif d'accompagnement à domicile après une sortie d'hospitalisation. Il s'agissait de comprendre un peu pourquoi on avait peu de recours sur ce dispositif et on avait besoin d'un partenaire pour nous épauler dans cette étude, un partenaire qui serait en capacité de mobiliser des compétences en sciences sociales et humaines afin de dialoguer à la fois avec nos bénéficiaires, à la fois avec nos partenaires engagés, mais aussi avec des acteurs moins naturels pour l'assurance retraite Île-de-France, que sont les acteurs publics de la santé. Donc pour toutes ces raisons, on a eu recours au Gérondif pour cette étude. D'accord, donc je vous remercie. Madame Belle-Grenier, maintenant peut-être vous pouvez nous parler un peu plus de l'étude qui a été donc menée et terminée, je pense. Et après, je pense que vous conclurez pour dire les axes d'amélioration. Oui, alors... Tout à fait. Donc, l'étude, on l'a démarrée avec vraiment un double objectif, connaître les raisons du faible recours à l'ADH. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de bénéficiaires, ou en tout cas pas assez de bénéficiaires qui font appel, et puis en même temps essayer de comprendre les leviers pour qu'ils puissent davantage s'y intéresser. Donc dans cette optique, on a élaboré un protocole d'enquête qualitative que je vais évoquer pour comprendre un petit peu après les résultats de l'enquête. On s'est attaché à retracer en fait l'ensemble de la chaîne des acteurs de l'ADH pour avoir un peu une photographie globale de cette aide et de ces différents acteurs. Donc, on s'est d'abord intéressé aux bénéficiaires. Donc, on a rencontré des usagers. On a fait 16 entretiens demi-directifs, c'est-à-dire donc on a posé des questions à des retraités qui avaient bénéficié ou qui n'avaient pas bénéficié de l'ADH en les interrogeant sur leur perception de l'aide, les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer dans sa mise en place, les effets sur le retour à domicile que ça avait eu pour eux. Ensuite, on a également fait des observations donc, auprès des structures évaluatrices, peut-être d'ailleurs pour remettre un peu en contexte, mais un retraité est hospitalisé. On va décider que l'assistante sociale hospitalière va se dire que l'ADH peut être pertinente parce que c'est un retraité qui va aller vers un retour à l'autonomie. Donc, elle va lui parler de l'ADH, il va donner son accord. Cette personne va rentrer à son domicile
Et à ce moment-là, une structure évaluatrice un évaluateur va venir pour discuter avec cette personne de ses besoins. Puis à partir de là, des services d'aide à domicile vont intervenir pour une durée de 3 mois au plus pour aider cette personne dans son retour à l'autonomie. Donc, on a rencontré les retraités, on a suivi les structures évaluatrices pour comprendre comment se passait cette visite, qu'est-ce qui était évoqué, est-ce qu'il y avait des freins qui étaient rencontrés sur place par l'un ou l'autre des acteurs. Et pour terminer, on a organisé 2 focus group, donc des entretiens, mais des entretiens collectifs, pour que les acteurs puissent dialoguer entre eux. Un premier focus group avec justement les structures évaluatrices et les services d'aide à domicile, pour comprendre ce qui se passait en fait une fois que les retraités étaient rentrés chez eux et comment cette aide était concrètement mise en place et appliquée. Et puis un focus group auprès des assistantes sociales hospitalières pour voir dans quelles conditions elles étaient amenées à recommander l'ADH et quelle était leur perception justement de cette aide. Avec ce matériau collecté, on a recueilli une série d'enseignements. Je vais rapidement juste évoquer quelques points centraux. Peut-être un premier, en quelque sorte un paradoxe, mais l'ADH est en même temps victime de son succès. Il y a des faibles recours, mais quand il y a recours, parfois le recours, c'est pas le bon. C'est-à-dire que comme l'ADH est extrêmement rapide, il y a vraiment une fluidité dans la mise en place. Parfois, les professionnels s'en servent pour remplacer l'APA ou en attendant l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc on a un premier constat qui est que parfois cette aide elle n'est pas adressée pour les bonnes personnes. Sur un aspect plus financier, on s'est rendu compte parce que la CNAV avait mis en place une prise en charge de 10 heures, que ces 10 heures financées, mais je sais que vous allez en venir, n'étaient pas forcément un point déterminant. Oui, tout à fait. On peut peut-être préciser là, à cet endroit, au moment de la commande de l'étude, il y avait effectivement cette question du pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas assez de recours à l'ADH, et une deuxième question qui était d'interroger un dispositif qu'on expérimentait dans le même temps, c'est-à-dire de proposer 10 heures complètement prises en charge par l'assurance retraite, en plus des heures normalement accordées dans le cadre du plan d'aide ADH. Ce qu'on voulait identifier, c'était de savoir si c'était un levier d'acceptation de l'aide ou pas du tout, et si derrière on arrivait à faire aller le retraité plus facilement vers un plan d'aide Oscar, qui est notre plan d'aide, on va dire, plus pérenne, qui est lui sur 12 mois, alors que l'ADH est une aide temporaire qui, elle, est sur 3 mois. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait regarder. Avoir un petit peu une idée de l'impact de cette expérimentation. Est-ce que ça valait le coup, en gros, ou pas? Et c'est vrai que ces 10 heures, ce qui est ressorti notamment des entretiens qu'on a menés avec les retraités, c'est que ce qui les motivait avant tout dans l'acceptation de l'ADH, c'était la perspective de rentrer chez eux, puisque souvent l'ADH, c'est la condition pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital, qui est posée par les médecins. Donc plus que des conditions financières, même si évidemment l'argent reste un sujet important. Mais l'acceptation, elle était surtout d'ailleurs en revanche plutôt conditionnée, et ça on l'a vu dans les observations qu'on a faites avec les structures évaluatrices, à la possibilité d'obtenir une aide administrative, vraiment une explication de comment ça fonctionne, comment ça va se mettre en place concrètement. Et ça c'était vraiment quelque chose où on pouvait se rendre compte que plus l'explication était poussée, plus la perspective d'une aide, que le dossier soit bien pris en charge était claire, plus la personne était encline à accepter. Un autre élément qui nous a frappé sur le refus de l'aide, ou en tout cas le non-recours partiel à l'aide, c'est un constat qui a déjà été fait par le passé, mais c'est l'importance des proches aidants. Et il y a beaucoup de bénéficiaires, on a recueilli plusieurs témoignages qui nous disaient « mais j'ai ma fille, mes enfants sont à côté, donc je n'ai pas besoin ». Alors même qu'en réalité, dans ce qu'on observait, il y avait un besoin, mais il y a un travail peut-être de pédagogie à faire justement autour de ça, du fait que accepter l'aide, c'est pas forcément renoncer, abandonner, mais que l'ADH, elle va pas forcément se substituer au proche aidant, mais que c'est un appui, c'est un appui qui peut être vraiment, vraiment très utile. Et puis pour finir, peut-être un dernier point aussi, c'est
un travail de communication qui pourrait être fait auprès de, voilà, des professionnels, notamment des assistantes sociales, pour populariser un peu cette aide qui finalement n'est pas si connue. Et puis penser à cibler toujours les populations qui sont plus à même de refuser, tout en insistant, et ça c'est aussi un élément très intéressant, très déterminant qu'on a vu, le caractère temporaire de l'ADH, ça débloquait beaucoup l'acceptation de l'aide, pour ensuite aller parfois sur des aides au plus long cours. Mais il y a plusieurs bénéficiaires, mais aussi des professionnels de soins qui nous ont dit, dès qu'on avait vraiment compris que c'était 3 mois que la personne elle pouvait partir, qu'on n'était pas finalement enfermé dans cette aide, on pouvait l'accepter. Je vous remercie. Donc peut-être les perspectives, parce qu'il doit y en avoir. Oui, des perspectives. Ce qui est rassurant, c'est que à aucun endroit dans l'étude, même s'il y a quelques points faibles, on ne remet pas en cause l'utilité de cet accompagnement, qui est globalement bien accepté quand il est présenté correctement, alors parfois avec une petite pression côté médical pour conditionner le retour à domicile, mais néanmoins, une fois qu'elle est mise en place, elle est relativement bien acceptée. Ça, c'est plutôt rassurant. Il y a une bonne adhésion des partenaires sur le dispositif. Elle est simple, elle est rapide à mettre en place. Et ça, c'est un vrai plus quand on sait que le retour à domicile après une hospitalisation, il ne faut pas trop laisser traîner de temps avant de pouvoir proposer une aide au risque d'avoir une seconde hospitalisation dans le même temps. Donc, c'est plutôt un gros point fort, vous l'avez dit, avec une petite dérive mentionnée dans l'étude, qui est parfois des demandes à pas dissimuler, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le premier point qui est rassurant. Néanmoins, des enseignements, du coup, vous l'avez dit rapidement sur la partie des 10 heures, en plus du fait qu'elle ne déclenche pas systématiquement l'accord du retraité pour sa mise en place, j'allais dire administrativement pour les prestataires d'aide à domicile qui interviennent, c'est compliqué parce que c'est pas une solution qui était intégrée dans nos solutions de gestion administrative. Donc c'était du coût humain supplémentaire, ce qui explique qu'on a un très faible taux de facturation sur ces 10 heures, ce qui a conduit la direction a décidé de stopper l'expérimentation à partir du 1er janvier 2026. Donc ça, c'est une des premières conséquences de la sortie de l'étude. C'est compte tenu du faible impact de ces 10 heures sur finalement l'adhésion des retraités et de la complexité administrative, on arrête ce dispositif-là. Ce qui va également être retravaillé, on avait déjà quelque part dans le scope une volonté d'aller plus vers les structures hospitalières pour pouvoir développer des partenariats plus poussés, parce que notre aide est assez peu connue de nos assistantes sociales hospitalières. Donc une campagne de communication sera engagée, et puis je suis à votre disposition s'il y a des structures hospitalières dans la salle pour rentrer en contact avec vous et vous présenter plus en détail l'ADH, ses tenants et aboutissants. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le deuxième axe de travail qu'on va engager, avec une sensibilisation aussi de nos prestataires d'aide à domicile qui, on le voit bien, sont quand même souvent confrontés à un turnover important avec des plannings chargés et ne sont pas toujours en capacité d'être aussi réactifs qu'on le souhaiterait dans le cadre de la mise en place de l'ADH. Et il s'écoule parfois un délai certain entre le moment où ils ont reçu la synthèse de notre structure évaluatrice et le moment où ils interviennent à domicile. Donc là, il y a toute une sensibilisation à faire sur les délais d'intervention et sur la façon d'aborder le sujet âgé qui retourne à son domicile et le juste timing à avoir. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va engager, et on engagera, pour finir, un plan d'action beaucoup plus large et qui englobera l'ensemble de ces axes-là dans le courant 2026, en reprenant vos recommandations, notamment pour une communication auprès des retraités et de leurs aidants, pour les sensibiliser quelque part au soutien que ça peut avoir au niveau des aidants. Lorsqu'on a recours à l'ADH, on le sait, c'est souvent très lourd pour eux. Ils doivent être à domicile, doivent aller faire les courses pour maman ou papa. Parfois, ils ont un certain âge, ou parfois, ils travaillent encore. Donc ça, c'est important pour nous d'avoir à le présenter comme étant un soutien aussi pour eux.
Voilà en conclusion ce qu'on pourrait dire. Bien, je vous remercie. Avez-vous des questions ? Encore moi, Jean-Marc Bitoun, Association Action Traitement. Je voulais déjà vous féliciter pour ce que vous nous avez présenté là. C'est quelque chose qui est très pertinent. Je voulais aborder quelque chose qui est peut-être hors contexte, mais quand même c'est quelque chose auquel il faut penser. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas retourner chez eux et que là c'est vraiment chaotique. Donc je pense que sur cet angle-là, si un jour Gérondif peut s'intéresser à ça aussi, parce que les gens n'ont plus le choix du lieu de vie, on les met n'importe où, soit dans des unités de soins de long séjour ou des choses comme ça. Et c'est vraiment, j'ai assisté à une personne comme ça qui a été mise à l'hôpital Vaugirard dans une structure comme ça. Et c'est vraiment dramatique parce qu'elle n'est pas du tout à l'aise, elle n'est pas du tout où elle aurait voulu être. Et elle souffre énormément, elle ne veut plus manger, on ne peut pas lui faire sa toilette parce qu'elle a des douleurs, c'est compliqué. Voilà, donc je crois qu'il y a quelque chose, c'est bien, très bien, à domicile, oui. C'est un petit bout du chemin parce que même à domicile, ce n'est pas toujours simple. Mais là, pour les gens qui ne peuvent pas aller à domicile, il faut vraiment qu'on pense à quelque chose, qu'on pense à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux pour la personne malade. Voilà. Merci. Alors moi, sur la partie personnes dépendantes, je ne vais pas pouvoir vous répondre effectivement parce que le dispositif ADH concerne principalement les GIR 5 et 6. Donc effectivement sur l'entre-deux, aller dans une unité de soins, ça ne sera pas la partie de l'assurance retraite, mais peut-être que Clémentine, vous avez plus de pistes que moi. Alors là, comme ça, j'ai pas de piste. Là, Gérondif intervenait en tant que vraiment structure évaluatrice. Par contre, on serait ravis de pouvoir évaluer d'autres nouveaux dispositifs ou de réfléchir avec des partenaires à d'autres possibilités pour le bien vieillir ou pour effectivement des cas qui ne sont pas encore vraiment pris en charge aujourd'hui. Oui, effectivement, donc le retour à la maison quand il est possible, c'est l'idéal. Mais GIR 5-6, c'est encore assez facile. Pour les gens qui ont un GIR beaucoup plus bas, on a beaucoup plus de difficultés. Ils sont souvent mis en EHPAD, éventuellement contre leurs souhaits, ou en unité de long séjour, éventuellement contre leurs souhaits. Donc il y a beaucoup à travailler. Je pense que aussi la bientraitance en EHPAD, la méthode TUB, etc., sont des choses qui permettent d'augmenter l'acceptabilité des EHPAD, et qu'il faut qu'on travaille là-dessus, y compris dans nos unités de long séjour. Ça va prendre du temps. Très bien, donc si j'ai bien compris, vous allez arrêter le programme. On n'arrête pas l'ADH, on arrête simplement les 10 heures prises en charge, puisque dans le cadre de l'ADH, je ne l'ai pas précisé en début d'intervention, c'est un triptyque en fait. Ce sont des heures d'accompagnement à domicile qui ont un volume de 54 heures, et en fait on augmentait de 10 heures ce volume-là d'intervention. À côté de ces 10 heures, on a un forfait de prévention qui permet de prendre en charge, par exemple, des aides techniques, une partie d'aide technique, une partie des dépenses de protection. Ça va être aussi de la téléassistance, mais ça peut passer aussi par du soutien informatique, par de l'accompagnement aux sorties motorisées. Donc, on va avoir un panel là, sur la partie forfait prévention qui sera pris en charge à 100% et qui est de 300 € pour 3 mois. Donc ça vient compléter les heures d'accompagnement, et on a la possibilité, dans une troisième brique, de faire de l'orientation, par exemple vers de l'accueil de jour, vers des voyages seniors en vacances. Alors bon, quand on sort d'hospitalisation, c'est peut-être pas forcément adapté, mais c'est parce que c'est ce qui me venait là tout de suite. Mais voilà, on a des dispositifs, on oriente aussi vers les dispositifs de la GIR Carco, notamment sur le bien chez soi, ou peut-être il y a des choses... maintenant, c'est l'appartement témoin. Voilà. C'est vrai que moi, je remarque que c'est assez peu employé par les assistantes sociales. Alors, c'est vrai qu'en sortie hôpital public, où je travaille, il y a peu de gens qui sortent avec un GIR 5-6. Mais comment vous prévoyez de sensibiliser
tout le système des assistances sociales pour qu'elle le propose? Alors ça va être long. On est en partenariat sur ce sujet-là. On travaille beaucoup avec nos structures évaluatrices qui sont missionnées aussi pour sensibiliser lorsqu'elles en ont dans leur giron proche en termes de partenariat des structures hospitalières. Donc elles font déjà une partie de ce travail-là. Et nous, de notre côté, on va prendre notre petit bâton de pèlerin et puis on va aller chercher des contacts pour pouvoir organiser des réunions de sensibilisation, mettre à disposition la documentation. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai une toute petite dernière, peut-être pour vous. Je suis un petit peu étonnée pour la réticence des aidants, si j'ai bien compris, ou c'est la réticence des patients? Les patients sont réticents parce qu'ils estiment qu'ils peuvent... ils peuvent solliciter leurs aidants. Oui, non, c'est pas la réticence. C'est pas la réticence des aidants, pas tout à fait. C'est avant tout la réticence des patients qui peuvent solliciter leurs aidants, mais on a également rencontré des aidants qui considéraient qu'ils pouvaient se débrouiller seuls, ce qui était effectivement tout à fait possible, mais ça leur rajoutait quand même C'était quand même parfois coûteux. C'était parfois des aidants qui étaient eux-mêmes assez âgés, des enfants ou des conjoints, et pour qui visiblement accepter l'ADH revenait un petit peu à renoncer à leur rôle d'aidant en fait, et c'était un petit peu difficile peut-être d'argumenter sur le fait que l'ADH ça venait en soutien mais pas en remplacement. Voilà. Ouais, je pense qu'il y aura un travail à faire aussi, en général en France sur les aidants familiaux, c'est avec une grande ambivalence.